bien sûr, il n'y a pas que ces informations concernant le cœur du pouvoir. Décrire la réalité sociale, décrire la vie quotidienne de la société, décrire ce qui se passe en bas, au cœur de la société, est aussi essentiel. C'est pour cela que je dis souvent qu'il y a 3 genres essentiels dans le journalisme. Bien sûr, vous en trouverez d'autres. Vous direz, tiens, je fais un portrait, tiens, je fais une interview. Mais ces autres genres sont des déclinaisons de ces genres essentiels. Pour moi, il y a 3 genres essentiels. J'ai été voir ce que vous ne voyez pas. Je vous le raconte, et c'est le reportage. J'ai été chercher ce que vous ne savez pas. J'ai trouvé, je le démontre, et c'est l'enquête. J'ai mis en perspective un fait. J'ai expliqué son histoire, son contexte, comme une pièce d'un puzzle. J'ai mis en situation, et c'est l'analyse. Les 3 genres clés de notre profession: le reportage, l'enquête, l'analyse. Voilà donc les 2 premiers points que je voulais dire. Et si j'ai commencé comme cela, c'est pour dire qu'au fond, ce que je fais aujourd'hui avec Mediapart, dans l'univers du numérique, c'est de défendre cette tradition-là dans la modernité. Quelle est cette modernité? Cette modernité, c'est une révolution. Une révolution objective, matérielle, concrète, industrielle. Révolution industrielle. L'histoire de nos sociétés modernes, depuis 2 siècles, est traversée d'accélérations que les historiens ont appelées, pour nous faire réfléchir, des révolutions industrielles. Il n'y en a pas eu 4, il n'y en a pas eu 5, il y en a eu 3. À chaque fois, vous avez une invention technologique qui modifie le rapport à l'espace et au temps, permet de se déplacer, permet de se rapprocher, et cette révolution technologique entraîne des bouleversements profonds dans les sociétés, dans les relations entre pays, dans les équilibres mondiaux, dans le partage des richesses, dans la destruction de richesses anciennes et la création de richesses nouvelles. Quelles sont ces 3 révolutions industrielles? La première, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, c'est celle qui avait la machine à vapeur en son cœur. C'est celle qui va se traduire par le train, par le chemin de fer, par le déplacement par le train et le chemin de fer. La deuxième révolution industrielle, fin 19e, début 20e, c'est celle qui va avoir l'électricité comme moteur technologique. De la première à la deuxième, vous voyez les basculements. La première est contemporaine des révolutions démocratiques en Europe et aux États-Unis. Mais en même temps, elle va être contemporaine d'un bouleversement de ces sociétés. Les paysans vont quitter les campagnes, aller dans les villes, devenir des ouvriers, des prolétaires. La question ouvrière va naître. La question des aspirations du peuple des villes, l'urbanisation, et puis la crise de ces sociétés autour de cela. Quand je passe ensuite à la deuxième révolution industrielle, fin 19e, début 20e, c'est à la fois le moment d'une immense richesse des pays concernés, mais une immense richesse qui s'accompagne de l'accélération et de l'achèvement des conquêtes coloniales, le partage de l'Afrique, final. On ne demande pas son avis au peuple concerné. C'est en même temps le moment où du coup les nations dans leur impérialisme européen vont s'affronter, ça va déboucher sur les guerres mondiales. Et c'est aussi le début du siècle américain. L'électricité, invention américaine. La rotative qui va permettre la presse de masse que vous connaissez, invention américaine. Le début de l'ère médiatique, c'est ce moment-là. Eh bien nous vivons la troisième révolution industrielle. Fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Et le moteur, c'est ce qu'on appelle le numérique, qui se traduit aussi bien par
ces objets nomades, le Wi-Fi, le téléphone, la télévision, mais beaucoup d'autres choses dans nos réalités. Le numérique est présent dans la médecine, est présent dans toutes sortes, dans l'industrie. Eh bien, les bouleversements que nous vivons aujourd'hui, dans nos sociétés, dans le monde entier, la naissance de nouvelles puissances, des démocratisation. Pensez à l'Amérique latine qui était il y a 20 ans, 30 ans sous le poids de dictatures et qui aujourd'hui est en croissance et avec des démocraties. Pensez évidemment la Turquie, pensez l'Inde, pensez l'Afrique du Sud. Tout ce qui concerne le reste de la planète et qui déstabilise la puissance de l'Europe ancienne et déclinante renvoie à ce bouleversement. Au-delà des questions culturelles, identitaires, nationales, il y a des bouleversements objectifs. Tel est le contexte de la révolution que vivent les industries médiatiques. Une révolution industrielle. Une révolution industrielle, comme les deux précédentes, cette révolution numérique appelle une révolution démocratique. Que le mot ne fasse pas peur quand je dis révolution démocratique. Je veux dire une refondation. Une révolution, ça ne se décrète pas. C'est simplement une dynamique qui intervient à un moment. Et donc, nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans ce moment-là où il y a une révolution objective qui est un point de non-retour. Le numérique, non seulement supprime les trois coûts qui sont au cœur de l'impression d'un papier. Un journal papier, quand vous l'achetez, vous payez d'abord le papier, l'impression et la distribution. C'est 60% du prix d'achat, voire plus. Donc ces trois coûts sont supprimés. Qu'on le déplore ou non, une révolution, une invention qui supprime ces trois coûts, elle a forcément l'avenir devant elle. Donc la vraie question qui est posée à notre profession, c'est qu'est-ce que nous allons faire de cet avenir? Nous avons voulu montrer avec Mediapart que ce bouleversement de la révolution numérique ne signifiait pas la mort du journalisme, ne signifiait pas le passage à l'immédiateté, au flux, à la superficialité, aux journalistes détrônés qui seraient totalement perdus dans tout cela. Au contraire, nous avons voulu démontrer, et c'est mon image révolution numérique, révolution démocratique, que c'était une opportunité pour refonder notre métier. Qu'est-ce que nous montrons dans ce virtuel, pour répondre à votre question, qui est du réel? Ce virtuel du numérique n'est pas hors de la réalité, c'est du réel. C'est une réalité concrète qui est derrière les écrans. Eh bien, nous montrons qu'on peut faire un journalisme approfondi, un journalisme durable et un journalisme participatif. Donc un journalisme qui crée une meilleure confiance dans la relation avec le public. Approfondi, durable, participatif. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois mots? Il y a le cœur de l'invention technologique du numérique. Elle s'appelle le lien hypertexte. Quand vous envoyez un mail, quand vous mettez un document joint, quand vous commentez, quand vous postez un blog, ce qui est l'instrument de cela, c'est le lien hypertexte. Ce lien, et vous entendez bien le mot lien, notre métier est un métier de relation. Nous sommes un pont, nous sommes en effet ce lien qui est au cœur des médias. Nous relions, nous créons un lien. Et donc, ce lien hypertexte permet de démultiplier la relation. Un journalisme approfondi, ben c'est tout simple. Nous pouvons publier les documents. Nous pouvons dire, voilà telle citation, nous mettons le lien avec le document d'origine. Nous pouvons amener l'ensemble des preuves de ce que nous avançons. Au lieu de faire du superficiel, au contraire. Grâce au lien, il y a tout le matériau de ce que nous écrivons. Le journalisme approfondi, eh bien c'est tout simple. Un journal papier, il est clos, il est fermé. Il a une limite de nombre de signes.
Eh bien là, au contraire, il y a toutes nos archives, il y a toute notre mémoire. On peut publier un article sur un événement et rappeler tous les articles précédents, rappeler le contexte, faire réfléchir, créer une éducation permanente, être au rendez-vous de cet idéal d'une université populaire. Il y a un événement qui vous surprend, vous ne comprenez pas cet événement, je vous le raconte, mais non seulement je vous le raconte, je vous donne l'historique de l'événement. Et enfin, participatif, je suis descendu de l'estrade. Je ne suis plus un journaliste au-dessus de la société qui lui dit ce qu'elle doit penser. Je fais mon travail, mais j'accepte d'être discuté par les lecteurs. J'accepte d'être prolongé par eux. J'accepte même d'être rectifié parfois. Car le public, eh bien, il y a des gens qui ont une expérience, qui dans certains domaines savent des choses parfois mieux que nous, et qui nous disent, mais là, vous n'avez peut-être pas tout à fait raison. Eh bien, nous nous améliorons grâce à cette relation. Voilà l'enjeu du numérique. Et je laisse les questions précises que vous pouvez me poser pour la fin. Derrière cet enjeu, il y a la question de la valeur. Mediapart, comme vous le savez, défend l'idée de la valeur du journalisme. Valeur de l'indépendance, valeur de la qualité, valeur du public. Et ça se concrétise par le fait qu'à contre-courant, nous avons dit l'indépendance, la qualité, tout cela, ça a un prix. Nous défendons la gratuité démocratique, la gratuité de l'échange, du partage. Un abonné de Mediapart peut offrir un article à tous ses amis. Le club participatif de Mediapart est en accès libre. Un abonné de Mediapart peut prêter ses identifiants à d'autres personnes. Et il y ait 10 lecteurs derrière un seul abonnement, ce n'est pas grave. Cette gratuité démocratique, nous la défendons. En revanche, nous avons combattu l'illusion de ce que j'appelle la gratuité marchande. C'est l'idée du tout gratuit, tout publicitaire. Pourquoi? Parce que nous pensons que cette idée-là est destructrice de valeur. Si vous êtes dans le tout gratuit, tout publicitaire, vous cherchez la plus grande audience. Si vous cherchez la plus grande audience, vous cherchez à ne fâcher personne. Donc vous allez chercher le people, le superficiel, le plus rassembleur, le plus consensuel. Donc vous allez chercher le divertissement. Alors que l'information, ça dérange parfois, ça bouscule, ça surprend. Et donc, je ne critique pas le fait qu'il y ait des médias de divertissement, c'est leur droit. Mais pour qu'il y ait l'idéal démocratique dont nous sommes partis tout à l'heure, il faut qu'il y ait cette responsabilité de l'information. Je voudrais en terminer par deux citations, il me reste 3 minutes. Deux citations qui renvoient à ce qui a été dit tout à l'heure par le directeur Brahimi et M. Bedjaoui, le professeur Bedjaoui, sur mon lien à ce pays. L'Algérie m'a fait ce que je suis. Je suis issu, par mon histoire familiale, par ma jeunesse ici, de ce que le peuple algérien m'a appris. Par son courage, par sa détermination, par ses souffrances. C'est une histoire importante. Et il y a une part de France qui se souvient de cela. Il n'y a pas que les Gérard Longuet, Le Pen et autres. Et cette part de France qui se souvient de cela. Et je voudrais donner une citation. Cet homme était un croyant, il était un chrétien. Et c'est un de ces hommes, il était prix Nobel de littérature, il était membre de l'Académie française, il avait un âge canonique. Il avait toutes les raisons de ne pas prendre de risques. Or, cet homme a été au rendez-vous très tôt, y compris avant le début de l'insurrection, ici, le 1er novembre 1954, a alerté sur la question coloniale, sur la violation des droits, sur les tortures, etc. Il s'appelle François Mauriac. Un jour, le journal dans lequel il faisait son bloc-notes, l'Express, est saisi. Et voici ce qu'il écrit. « Je doute s'il existe pour la presse un crime d'indiscrétion. Mais il existe un crime de silence. Un crime de silence. Le jour du règlement de compte, et c'est un